Salut tout le monde! Aujourd'hui, on s'attaque à l'immobilier de bureau. On va en quelque sorte le déconstruire pour comprendre comment ça marche. On va explorer ensemble son plan directeur, en partant de l'espace physique jusqu'aux accords financiers qui le définissent. Allez, c'est parti! Alors, la grande question qu'on peut se poser, c'est quelle est l'anatomie d'un immeuble de bureau? C'est vraiment la question centrale. Bon, la plupart sont des bâtiments à plusieurs étages, ça c'est assez évident, mais ce qui compte vraiment, ce n'est pas tant le nombre d'étages que la façon dont ils sont pensés, conçus et au final utilisés. Commençons par la base, par le concret, le plan physique. L'élément le plus fondamental dans la configuration d'un bureau, c'est ce qu'on appelle le plateau. C'est vraiment l'espace que les locataires vont occuper et qu'ils vont pouvoir façonner. Alors, un plateau, c'est quoi exactement? Eh bien, pour faire simple, c'est l'agencement et la surface utilisable d'un étage donné. Il faut l'imaginer un peu comme une toile vierge, l'espace disponible sur lequel une entreprise va venir peindre son propre environnement de travail. Et bien sûr, tous les plateaux ne se ressemblent pas, loin de là. Le design varie énormément selon le locataire qu'on veut attirer. Pour une start-up dans la tech, par exemple, on va imaginer un grand plateau ouvert pour booster la collaboration et la flexibilité. À l'inverse, pour un cabinet d'avocats, la confidentialité, c'est la règle d'or. Le plateau sera donc conçu pour accueillir de nombreux bureaux privés et des salles de réunion bien isolées. Donc, le point crucial à retenir, c'est que ces variations dépendent de deux facteurs principaux. D'abord, la conception même du bâtiment, son noyau, c'est-à-dire où se trouvent les ascenseurs, les escaliers, les sanitaires. Et ensuite, comme on vient de le voir, le profil du locataire que le propriétaire cherche à attirer. La stratégie du propriétaire influence donc directement l'architecture de l'espace. Bon, on a vu le côté physique. Passons maintenant au côté financier. Une fois que l'espace est défini, qu'est-ce qu'il régit? C'est là qu'interviennent les baux et les coûts qui y sont liés. Le véritable plan financier de l'occupation, en quelque sorte. La première chose à bien comprendre ici, c'est la notion d'engagement. Les baux de bureau, ce ne sont pas des affaires de court terme. Pas du tout. On parle de durées qui vont de 3 à 10 ans. C'est un engagement vraiment significatif qui assure une stabilité des revenus pour le propriétaire, mais qui verrouille aussi le locataire pour un bon bout de temps. En général, un bail de bureau repose sur 3 piliers financiers. D'abord, la durée, on vient d'en parler. Ensuite, le loyer de base, qui est le montant fixe payé pour l'espace et qui inclut souvent des augmentations déjà prévues. Et enfin, les charges d'exploitation, qui couvrent tous les frais de fonctionnement de l'immeuble, comme l'entretien, la sécurité ou le nettoyage. Et justement, en ce qui concerne ces charges, leur structure peut changer du tout au tout. Contrairement à d'autres types d'immobilier, il n'y a pas vraiment de règle unique. La manière dont ces coûts sont partagés entre le propriétaire et le locataire, ça dépend énormément du marché local. C'est d'ailleurs un point de négociation absolument clé. Ok, maintenant qu'on a vu les plans physiques et financiers, penchons-nous sur les deux grandes savoirs, les deux principaux types d'espaces de bureaux qui existent. Il est super important de comprendre que tous les immeubles de bureaux ne sont pas créés égaux. On les classe principalement en deux grandes familles, qui se différencient par leur structure architecturale et, de manière cruciale, par leur localisation géographique. Et ça nous amène à la différence fondamentale. D'un côté, le gratte-ciel, de l'autre, le campus. Les gratte-ciel, en plein cœur des villes, offrent du prestige et un accès facile, mais souvent avec moins de flexibilité. Les campus en périphérie, eux, permettent des aménagements beaucoup plus vastes, plus personnalisés, qui peuvent aider à forger une culture d'entreprise unifiée. Au final, le choix entre les deux ne définit pas seulement où une entreprise travaille, mais surtout comment elle travaille. C'est une décision stratégique majeure.